Saint Seiya. Paru dans le numéro de novembre 1990 du magazine Beep Mega Drive, cet entretien enregistré un mois avant la sortie de la Super Famicom offre un regard amusant sur les préoccupations entourant le lancement de cette console très attendue. Les échanges explorent la manière dont les jeux sont ciblés vers différents groupes démographiques, ainsi que les risques potentiels de marginalisation de la Super Famicom, la difficulté élevée de ces jeux et l'éventuelle lassitude des joueurs face aux nombreux portages. Bien que la discussion soit parsemée de conjectures, de contradictions et d'hypothèses qui, avec le recul, peuvent sembler erronées, elle témoigne de l'ambiance d'une époque où tout semblait possible. Table ronde entre les fabricants et les éditeurs de magazines. Mega Drive versus Super Famicom. Les jeux sont satisfaisants et le CD-ROM est prévu pour être commercialisé l'année prochaine. À première vue, la Mega Drive semble croître de manière constante. Cependant, pour les possesseurs de Mega Drive, la Super Famicom qui sera lancée le 21 novembre est une concurrence qui ne peut être ignorée. En réponse à de telles voix, les représentants de l'industrie du jeu se sont réunis pour tenir une discussion sur des thèmes tels que l'avenir de la Mega Drive et de l'industrie du jeu. Quelle sera la conclusion de cela ? Qu'adviendra-t-il de l'ère post-Super Famicom ? Les participants sont Masaki Uno, chef du département des affaires externes de Wolf Team, Kenji Goshima du département des affaires externes de la planification de la société Wolf Team, Yokoichi Miya, président-directeur général de la société Game Arts, Tetsu Kamisaka, directeur du premier département du développement de la société Game Arts, Hiroshi Watanabe, rédacteur en chef de Game TV, Yasuo Futaki du département de la rédaction de Famitsu et Daisuke Narusawa du département de rédaction de Famitsu Winning Strategy Books. Le choc de la sortie de la Super Famicom le 21 novembre. Après presque 2 ans d'attente depuis son annonce, la Super Famicom va être enfin commercialisée le 21 novembre prochain. J'aimerais recueillir vos impressions juste avant sa sortie. Eh bien, c'est vraiment une bonne console, n'est-ce pas ? Tout le monde dans l'industrie pense la même chose, non ? C'est exactement ce à quoi nous nous attendions. Ce serait un problème si elle ne répondait pas à nos attentes. C'est bien qu'elle soit commercialisée cette année, cependant je pense que la situation est exactement la même que lors du lancement de la Famicom, car nous devons créer des jeux à partir de zéro. Je ressens donc une certaine inquiétude à ce sujet. Nos lecteurs semblent également être assez calmes à propos de la Super Famicom. Certains membres de l'équipe éditoriale disent qu'ils vont absolument l'acheter le jour de sa sortie, tandis que d'autres sont relativement indifférents. Quand nous regardions les intros des jeux de chaque société, ils abusaient largement de la fonction de zoom. Cela m'a vraiment agacé. Eh bien, comme nous n'avons pas développé de jeu en interne, il est un peu difficile de faire des commentaires. Cependant, du point de vue d'un utilisateur, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de jeu que je désire vraiment. Super Mario Bros 4 est très bien fait, et je pense que Pilot Wings en 3D est aussi très bien fait, mais je ne ressens pas vraiment le besoin de les avoir. C'est une question de sensation personnelle. Cependant, lorsque je vois des écrans qui utilisent tant de fonctionnalités, j'ai toujours des attentes. Je pense qu'il est naturel de s'attendre à ce que de bonnes choses en découlent. Cependant, d'après ce que j'ai pu comparer en termes de spécifications matérielles, je pense que la Super Famicom peut produire des choses assez incroyables si elle suit la voie des jeux originaux. Si vous ne comprenez pas le concept fondamental du plaisir dans les jeux, alors cela ne marchera pas. Si les personnes capables ne sont utilisées que pour les tâches routinières et sont soumises à des calendriers si serrés qu'elles n'ont même pas le temps de respirer, alors de bons jeux ne pourront pas être réalisés. Il est nécessaire d'améliorer l'homme lui-même. Je suis une personne orientée vers le développement, donc je me concentre principalement sur les aspects techniques. Mais je pense que quelle que soit l'évolution du matériel à l'avenir, il n'est pas nécessaire d'augmenter la capacité de stockage par logiciel à un niveau élevé, que ce soit sur CD-ROM ou un autre support. Même si la capacité est augmentée, cela ne signifie pas nécessairement que des avancées révolutionnaires en termes de programmation seront réalisées. Dans les jeux informatiques par exemple, les jeux qui rencontrent un grand succès sont ceux qui utilisent les technologies de programmation innovantes de l'époque. Cependant, même si la capacité des logiciels de console de jeu passe de 4 mégaoctets à 8 mégaoctets et passe au CD-ROM, j'ai le sentiment que seuls les graphismes et les sons deviendront plus spectaculaires. Dans ce cas, je pense qu'il sera important d'adopter une approche différente en termes de mise en scène, similaire à celle des émissions de télévision ou des films, par opposition à l'approche traditionnelle axée sur le programmeur. À l'avenir, nous aurons besoin de producteurs. Ce seront des personnes chargées de la gestion budgétaire et de l'ajustement des calendriers.
En premier lieu, il est assez facile d'augmenter le nombre de logiciels, cela peut être réalisé en augmentant le budget ou en ajoutant 3 mois de production supplémentaires. Actuellement, il semble qu'il y ait une connexion directe entre les développeurs et les gestionnaires. Dans ce sens également, les producteurs sont nécessaires. Je pense que le rôle d'un producteur ayant une large expérience dans divers domaines tels que la musique devient important. Au fait, quelle est votre impression générale après avoir jeté un coup d'œil à la gamme de jeux de la Super Famicom? En un mot, il y a beaucoup de portages, mais trop de portages pose problème. Je pense que tout le monde pense la même chose, non? Rentrer chez soi et jouer à Gradius 3, cela ne m'amuse pas du tout. Ce n'est pas seulement Gradius 3 d'ailleurs, même R-Type 2 est trop pointu. Alors on pourrait dire que des jeux comme Populous ou SimCity sont bons parce qu'ils sont nouveaux, mais cela ne me touche pas vraiment. C'est parce qu'ils sont fondamentalement des portages de ce qui existe déjà. On semble être trop axé sur les portages. Bon, il y a aussi des problèmes de développement, je suppose. C'est pour ça, lorsque j'ai regardé la gamme de jeux, j'ai pensé que Pilot Wings et F-Zero étaient vraiment des jeux typiques de la Super Famicom. Je pensais vraiment qu'ils correspondaient aux fonctionnalités de la Super Famicom. La gamme de jeux de la Super Famicom est dense. Je pense qu'ils font un bon marketing. De toute façon, au début, il est nécessaire d'augmenter le nombre de titres. Même si vous créez des jeux originaux, en réalité, il y a un gros problème pour savoir jusqu'où les distributeurs achèteront. Même si vous créez de bons jeux, cela prendra du temps avant qu'ils ne soient bien intégrés. Dans ce sens, des jeux comme SimCity et Populous, qui étaient des jeux expérimentaux sur PC, ont une certaine réputation. Il est difficile de les créer en partant de zéro. Sega et Nintendo se concurrencent mutuellement, et j'espère qu'ils continueront à produire de meilleurs jeux. Si cela peut contribuer à créer une nouvelle culture japonaise, ce serait bien. En effet, lors du lancement de la Mega Drive, il y avait aussi beaucoup de portages comme Super Thunder Blade, Altered Beast, Space Harrier 2, etc. Il semble que chaque fois qu'une nouvelle console sort, il y ait beaucoup de portages de jeux d'arcade, comme cela s'est déjà produit dans le passé. Mais s'il y a peu de jeux originaux, cela devient triste, je pense. Si un jeu est bien connu, les distributeurs se sentiront rassurés, car cela stimulera le marché, n'est-ce pas? Par exemple, même un vieux monsieur distributeur comprendrait que SimCity est un jeu à potentiel. Dans ce sens, c'est facile à vendre. Bien sûr, il est important de prendre le temps de créer de bons logiciels, mais choisir ce qu'une entreprise doit sortir en tant que fabricant est difficile. Mais les jeux de la Super Famicom ont un aspect un peu geek, je trouve. En général, seuls des jeux comme Super Mario Bros 4 se vendent à des niveaux comme 1 million d'exemplaires, n'est-ce pas? Même si j'aime des jeux comme SimCity ou Populous, je me demande si cela attire vraiment les fans de jeux en général ou les élèves du primaire. Je pense donc qu'il y a un risque que la Super Famicom elle-même devienne un média geek. Oui, c'est vrai, dans l'ensemble, les jeux de la Super Famicom semblent assez difficiles. Le seul qui semble facile est Ultraman peut-être. Ne pensez-vous pas que le groupe d'âge est plutôt élevé? Il y a pas mal de jeux difficiles. Même des jeux comme SimCity ou Populous ne sont pas faciles à aborder. Il faut avoir la détermination pour jouer à ces jeux. Les personnes qui veulent passer à autre chose que la Famicom peut-être. En regardant la gamme actuelle de jeux, cela peut sembler être le cas, mais à vrai dire cela dépend des titres. Si des jeux destinés aux jeunes enfants comme Doraemon sortent, je pense que cela attirera un public plus jeune. Je pense que cela dépend des jeux en effet. Il y a en fait beaucoup de jeux de type PC. Que ce soit Populous, Far Augusta ou SimCity, ce sont d'excellents jeux. Ils ne sont peut-être pas des jeux populaires, mais je pense que cela permettra d'explorer une nouvelle couche de consommateurs par rapport à la Famicom traditionnelle. En ce qui concerne l'âge, je pense que la Mega Drive a également un public plutôt âgé, n'est-ce pas? Bien que le public de la Mega Drive soit plutôt âgé, je pense qu'il s'agit surtout de fans de jeux d'arcade. Plutôt que l'âge, il semble que ce soit des personnes qui aiment les salles d'arcade qui se rassemblent. Si vous regardez la gamme de la Mega Drive ou les titres portés, ils sont principalement centrés sur les jeux d'arcade. Et si vous regardez le classement des jeux que les gens veulent voir sortir, je pense qu'il y a beaucoup de demandes liées aux jeux d'arcade. En ce moment, nous développons un jeu de Mahjong, mais nous avons conçu le jeu pour qu'il ressemble plus à un jeu d'arcade. C'est pourquoi le jeu est complètement différent des séries précédentes. Dans le cas de la Mega Drive, je pense qu'il faut viser une qualité orientée jeu d'arcade. Comparativement aux spécifications de la Mega Drive, je pense qu'il est difficile de créer des jeux typiquement arcade sur Super Famicom. Il est donc plus facile de créer des jeux originaux utilisant ces fonctionnalités. Et je pense que de bons jeux peuvent être créés de cette manière. Probablement, la direction que prendra la Mega Drive et son public seront différents. En regardant la gamme actuelle de la Super Famicom, je pense que le public est plutôt âgé et que ce sont surtout des personnes intéressées par les jeux PC qui seront ses utilisateurs. Les élèves du primaire et du collège sont probablement encore orientés vers la Famicom.
En revanche, si l'on envisage la gamme de la Mega Drive, de nombreux lecteurs demandent pourquoi les grands jeux d'arcade de Sega ne sont pas encore portés. Il y a en effet beaucoup de demandes pour que les jeux comme Turbo Outrun ou Power Drift soient rapidement disponibles. Quand je regarde la gamme de la Super Famicom, je pense qu'ils ont ciblé un public considérablement plus âgé. En outre, il semble difficile pour les filles de s'y intéresser. Je me demande s'il n'y a pas du tout de jeu qui semble facile pour les filles. Eh bien, c'est un peu la même chose pour la Mega Drive aussi, non? Oui, c'est vrai. Mais avec des jeux comme Columns, les filles peuvent aussi commencer à s'y intéresser. Il semble qu'il n'y ait pas beaucoup de jeux simples, donc en regardant la gamme de la Super Famicom, le public semble être principalement des collégiens et des lycéens. On dirait qu'ils essayent d'attraper les gens qui sont sur le point de passer à autre chose après la Famicom. Mais si c'est le cas, je pense que les utilisateurs de la Mega Drive finiront probablement par acheter beaucoup de Super Famicom. Surtout les utilisateurs de la Mega Drive, beaucoup d'entre eux ont encore la Famicom et la PC Engine. Au fait, que pensez-vous des prix des jeux Super Famicom? Ne trouvez-vous pas que les jeux sont chers? Pas seulement pour la Super Famicom, mais en général, ils sont chers. Les prix démarrent autour de 5000 yens, peut-être un peu plus cher, autour de 6000. Ce serait bien que les jeux de plateau, de simulation et de RPG, qui peuvent être joués pendant longtemps, coûtent autour de 6000 yens, mais pour les jeux d'action, je préférerais qu'ils restent autour de 5000 yens. Mais tant qu'il y a des acheteurs, n'est-ce pas correct? S'ils sont chers, alors il suffit de ne pas les acheter. En fin de compte, c'est une question d'équilibre entre l'offre et la demande. Peut-être que même chez nous, nous pourrions sortir quelque chose d'énorme. Tant que nous ne cassons pas l'équilibre, cela ne devrait pas poser de problème. Strider Helios sur Mega Drive est vendu à 7000 yens pour 8 mégaoctets de mémoire. Si Sega sort cela à ce prix, les développeurs tiers pourraient avoir du mal. Mais même les développeurs tiers peuvent s'en sortir, et ils peuvent sortir des jeux à 8 mégaoctets pour moins de 7000 yens. Le prix des jeux est un peu moins cher sur Mega Drive. Cependant, en ce qui concerne le design de la Super Famicom, je me demande pourquoi ils ont opté pour un design aussi austère et froid. Je ne pense pas que les enfants s'y habitueraient. Par exemple, avec la Famicom, la console est une sorte de jouet et en même temps elle dégage une impression de qualité supérieure. Mais la Super Famicom donne l'impression d'être une machine de multimédia, n'est-ce pas? Donc il est normal de penser que tout ce qu'elle peut faire est une évidence. Nintendo, quant à eux, conçoivent le design de leur propre console. C'est pourquoi elles ressemblent à des boîtes à bento. Le sentiment au sein de la direction de l'entreprise semble être qu'ils n'ont pas besoin de design élaboré. La conception de la Famicom est un peu ringarde, mais c'est une machine avec laquelle on peut s'identifier, non? Il semble que Sega et les autres constructeurs le sous-traitent. La conception est vraiment importante après tout. La Mega Drive est toute noire, alors elle a un aspect un peu plus adulte. Et comme le boîtier de base est déjà assez grand, ajouter un lecteur CD la rendrait énorme. Que ce soit pour la Mega Drive ou la Super Famicom, je suis d'accord avec l'idée que l'ajout de périphériques est une bonne chose. Cela ouvre de nombreuses possibilités. C'est pourquoi j'aimerais voir des expériences, même si elles sont un peu audacieuses, comme l'ajout d'un lecteur CD ou d'un modem de communication. Par exemple, bien que le CDI ait été un sujet brûlant pendant un moment, il a été supplanté par le CD-ROM de la PC Engine. Et je pense que l'industrie japonaise du jeu, tant au niveau matériel que logiciel, a une certaine puissance au niveau mondial. C'est ce genre de choses qui pourrait donner naissance à un monde un peu différent et intéressant. Alors, que va-t-il se passer avec la Mega Drive et la Super Famicom? Je pense que la Super Famicom, la Mega Drive et même la PC Engine suivront chacune leur propre voie. C'est ce que je vois en regardant la gamme de jeux de chacune. Si elles se confrontent sérieusement, je pense qu'une d'entre elles pourrait disparaître. C'est vraiment intéressant, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses différentes. Je pense qu'il est bon d'avoir une variété de jeux, mais même si la gamme de consoles est variée, cela peut être difficile pour les joueurs. C'est pourquoi j'aimerais que le développement de consoles prenne également en compte les joueurs. Donc si une nouvelle console devait être lancée, j'aimerais qu'elle représente quelque chose d'étrange, avec une personnalité marquée, comme la Lynx. La Mega Drive a vraiment cette touche Sega, et j'espère que Sega continuera dans cette direction, sans décevoir ses fans. La Famicom reste une console intéressante, n'est-ce pas? Même avec l'arrivée de la Super Famicom, je ne pense pas qu'elle disparaîtra de sitôt. J'aimerais juste que la Super Famicom soit complètement mise de côté. Plus sérieusement, je pense que les nouveaux développeurs de jeux pour la Super Famicom apporteront un nouvel attrait à la console, contrairement à ceux qui ont développé des jeux pour la Famicom. Je ne sais pas quand cela se produira, mais j'attends ce moment avec impatience. En résumé, chaque console a ses propres qualités. La Super Famicom est bien dans sa propre catégorie, tout comme la Mega Drive. Les genres de jeux produits seront également différents. Je pense que ce sont des machines avec leurs propres caractéristiques distinctes. Il suffit de développer des jeux qui mettent en valeur ces caractéristiques. Je pense aussi qu'elles sont vraiment différentes.
j'aimerais voir des lignes de jeu conçues spécifiquement pour la Super Famicom et la Mega Drive. Comme l'a dit Monsieur Yamauchi, le président de Nintendo, la Super Famicom, tout comme la Famicom et la Mega Drive, sont des machines différentes, donc il suffit de faire des jeux adaptés à chaque fonctionnalité. Si chaque développeur veut faire des jeux pour la Mega Drive, il le fera, et s'il veut faire des jeux pour la Super Famicom, il le fera aussi. Après tout, je pense que ce qui compte vraiment, c'est de prendre son temps pour faire de bons jeux.